En remettant nos montres à l'heure suisse, nous reprenions nos habitudes et le cours de la vie. Rangeant nos costumes de bain au fond de l'armoire, il nous fallait sortir les bonnets d'hiver et nous rendre à l'évidence. Les beaux jours étaient désormais chose du passé. Nous étions en novembre et l'année n'était pas terminée. Durant mes vacances, l'administration judiciaire n'avait pas chômé en ce qui me concerne. J'avais reçu une convocation me citant à comparaître le 16 novembre 1977 devant le juge informateur du tribunal de district de Cossonay. Le recours que mon avocat, Maître Trévaux, avait fait en mon nom pour me blanchir de toute faute lors de mon accident avait été pris en considération et accepté. La justice allait-elle être rendue? Recours au tribunal. C'est le 16 novembre, en compagnie de M. Tonnet et de Daniel Verrer, que j'allais tenter de convaincre la justice que je n'étais nullement responsable en ce qui concernait la cause de mon accident du 19 juin de cette même année. C'est aussi ce jour-là que pour la première et aussi la dernière fois, j'allais rencontrer Pierre Chevalier, le réel responsable de ce tragique accident. Lorsque j'entrais dans la salle du tribunal, une jeune fille siégeait au banc des accusés. C'est bizarre. Ils me font rentrer dans la salle alors qu'ils n'ont même pas terminé de juger cette fille. Erreur sur la personne. Cette jeune fille n'était autre que Pierre Chevalier, ce machiniste de chantier qui était à l'origine de mes malheurs. Était-ce un travesti? Avec une coiffure qui lui arrivait jusqu'aux épaules, j'aurais été porté à le croire. Était-il aussi maquillé ou portait-il du rouge à lèvres? Je n'ai jamais pu voir son visage. Durant tout le procès, pas une seule fois il n'a osé me regarder en face. Ma haine et mon mépris à son égard étaient grands. Et si son regard avait croisé le mien à cet instant-là, il ne l'aurait jamais oublié. Après plus d'une heure de procès, le procès était terminé, et grâce en bonne partie à l'avocat que m'avait fourni mon assurance de protection juridique, j'étais dispensé de payer mon amende et exempté de la faute qui m'était préalablement attribuée. Je compris ce jour-là la réelle utilité des assurances dans le domaine de la circulation routière. 2 jours plus tard, j'allais fêter mes 22 ans, en essayant d'oublier le passé et en envisageant l'avenir avec plus d'optimisme possible. J'avais perdu une bataille, mais la guerre, elle, n'était pas finie. Papa avait changé de voiture. Il lui semblait préférable, pour tirer sa caravane, de posséder un véhicule de plus grosse cylindrée. Durant ce mois de décembre de 1977, sa décision fut prise, et par le fait même, ce fut moi qui fus l'heureux héritier de sa Peugeot 204, de couleur bleue. Durant ma convalescence, j'allais la décorer de l'emblème de la maison Ferrari, avec un fougueux étalon dressé sur les pattes arrière et la crinière au vent. Cette image m'avait été inspirée par l'un des t-shirts que mes parents m'avaient achetés dans mon enfance alors que je passais mes vacances en Italie, à Marina di Ravenna. Après avoir reproduit ce logo sur une feuille de carton, à l'échelle 3 fois plus grande, je pris mon courage à 2 mains et entrepris le délicat travail de peindre mon œuvre. Pour ce faire, je déposais le chablon sur mon capot avant, pulvérisais de la peinture noire en spray sur un fond jaune en forme de triangle que j'avais peint auparavant. J'avais risqué gros en pulvérisant ces couches de peinture sur le capot bleu ciel de ma voiture. Mais le résultat fut tout à fait satisfaisant. Cette particularité donnait à mon véhicule une allure jeune et sportive. Je pouvais dorénavant me déplacer pour me rendre dans les courses sans avoir constamment à solliciter mes parents. J'étais devenu indépendant. Durant le mois de décembre, je recommençais le travail à 50%. Ma condition physique, de toute évidence, n'était plus ce qu'elle était par le passé. Après 6 mois d'inactivité, mes mains étaient devenues sensibles
et le frottement des manches d'outils m'occasionnaient des blessures. Pourtant, ces douleurs n'étaient rien en comparaison de celles qui m'attendaient. Un jour où je travaillais à la plantation du nez de Thuya en compagnie de notre sous-chef, André Novera, je devais soudain ressentir une douleur dans l'aine de ma jambe gauche. Pendant que André plaçait et alignait les arbustes dans la tranchée, d'une pression du pied, je tassais la terre à sa base afin de stabiliser l'arbuste, tout en supprimant aussi les cavités d'air qui auraient pu se former autour des racines. Et ce fut à ce moment précis que je devais ressentir ma première douleur. Cette douleur lancinante me traversa l'aine, comme si tout à coup je m'étais déchiré un muscle. Pourtant, lorsque je reprenais une position normale, la douleur cessait instantanément. J'en déduisis que son origine était sans doute la cause d'un simple nerf déplacé. Pour remédier à ce genre de problème, la réponse tout indiquée était sans conteste mon oncle Eugène. Malheureusement, durant cette période de l'année, il était surchargé de travail et se devait même de devoir refuser des patients. Je pris donc rendez-vous auprès de M. Varidel, un rebouteur qui ajustait les muscles déplacés dans un petit local du café-restaurant Labrina. Ce dernier avait peine à comprendre pourquoi ce muscle me faisait mal. C'est ce mystère qui, durant des mois, me fit souffrir de plus en plus et de jour en jour. Et c'est aussi lui qui fut à l'origine de cette autobiographie, au carrefour de ma vie. Fin décembre, et malgré ces douleurs encore insupportables, je décidai de reprendre mon combat afin de réaliser mon rêve. Un jour, je serai champion du monde chez les professionnels. 1978. Chasser le pessimisme, il revient au galop. L'année 1977 était terminée et j'étais bien décidé, à partir du 19 juin de cette dite année, d'en oublier tous les mauvais souvenirs et les effacer à tout jamais de ma mémoire. C'était effectivement la seule façon de mettre fin à mon amertume et mon pessimisme. La légende dit que les années de 13 lunes portent malheur. Mais aurais-je pu avoir plus de malchance que durant les 5 années qui venaient de s'écouler? La réponse n'allait pas tarder à venir. Le 31 décembre 1977, mes parents et moi étions invités chez mon oncle Eugène et ma tante Colette pour fêter la nouvelle année. Le soir du réveillon, nous commençâmes par nous rendre au cinéma Bel Air de Lausanne pour y visionner le plus récent des films de Louis de Funès et Yves Montand, La folie des grandeurs. Par la suite, nous regagnâmes Bussigny pour y fêter l'arrivée de la nouvelle année, tout en envisageant déjà nos futures vacances. Les îles Baléares semblaient intéresser les Fayets. Quant au Burdet, nous avions bien entendu une préférence pour les îles Canaries. Quelle option, en définitive, allait-elle être retenue? Ce fut le destin, finalement, qui devait trancher la question le lendemain matin. Le 1er janvier, en fin de soirée, mes parents et moi étions sur le point de rentrer chez nous. Depuis le mois de décembre, ma douleur dans l'aine de ma jambe gauche revenait constamment et semblait même augmenter. Pour cette raison, et avant de prendre congé de nos hôtes, je demandai à ma tante Colette de me fixer un rendez-vous auprès de l'oncle Eugène. J'avais effectivement l'impression que le don particulier de mon oncle pourrait m'être très utile pour y mettre fin. Grâce à une sensibilité hors du commun, son don lui permettait non seulement de détecter des muscles ou des nerfs déplacés à leur endroit d'origine, mais en plus de les y replacer par des massages. Afin de m'éviter un trajet inutile, ma tante me fit cette proposition. « Fais comme ça, dors ici, et demain matin, l'oncle Eugène te soignera. » Le 2 janvier, étant encore pour moi un jour férié, j'accepta cette proposition et m'endormis avec mes souvenirs du passé dans la chambre de Lisette, ma ravissante cousine, la jeune fille blonde des années 60.
Le lendemain matin, à mon réveil, j'allais vivre le premier grand cauchemar de ma vie. Pas encore totalement réveillé, semi-conscient, j'entendais mon oncle Eugène monter et descendre les escaliers à de multiples reprises. Je l'entendais également tenter en vain de contacter un médecin par téléphone. Nous étions le 2 janvier et malheureusement la grande partie du corps médical ce jour-là n'était guère disponible, même pour les cas urgents. Faisant appel à ma volonté, je décidai soudainement de faire l'effort pour me réveiller totalement, afin de savoir ce qui s'était passé pour causer tant d'empressement de la part de mon oncle Eugène. Lorsque je fus totalement conscient, j'entendis clairement mon oncle demander d'urgence à un membre du corps médical son intervention au chevet de ma tante. « Venez vite, ma femme est au plus mal, j'ai peur qu'elle ne s'en aille. » D'un bond, je quittai mon lit et me rendis sans attendre dans la chambre à coucher de ma tante et marraine à la fois. Celle-ci était dans son lit, inerte et sans vie, comme si elle dormait encore. Ma réflexion première fut instantanée. « C'est pas vrai. Elle peut pas mourir comme ça. Elle a jamais été malade du cœur, non, c'est impossible. » Je dus pourtant me rendre à la réalité. Il me serait désormais plus possible de dialoguer avec ma tante, ni jouer au Scrabble avec elle. Les jours de fête, les pique-niques en famille ne seraient désormais plus jamais pareils. Mon cœur était meurtri, j'avais mal, très mal. Je pleurais pendant des heures ce matin-là. Mon moral venait à nouveau d'être terrassé. Ça va toujours être comme ça, ma vie? Qu'est-ce que je t'ai fait, mon Dieu, pour que tu t'acharnes comme ça sur moi? Ça ne te suffisait pas avec ce que j'ai eu l'année passée? Il faut recommencer cette année? J'embrassa une dernière fois ma tante, puis téléphonai à mes parents pour leur apprendre la triste nouvelle. 1 heure plus tard, ils étaient à mes côtés. La famille Perrier, ce jour-là, perdit un être cher. Ma tante représentait à mes yeux la gentillesse et la douceur. De toute ma vie, je ne me souviens pas à une seule occasion que je l'ai vue s'emporter ou être en colère contre quelqu'un ou encore dire du mal d'une personne. Il était pourtant arrivé, durant de nombreuses années, d'avoir passé 1 à 2 semaines de vacances durant l'été à la scierie de Bussigny. Si avec les années, lors des vacances, le poulailler et son coq, qui me réveillait chaque matin, avaient disparu, je n'oublierai pourtant jamais les bons et agréables moments que j'ai vécus en compagnie de ma cousine Lisette. La sollicitation des gens auprès de mon oncle l'avait obligé à diminuer considérablement la production de sa scierie. Mais ma mémoire n'oublie pas les montagnes de sciure, les nombreux troncs d'arbres sciés en planches et entassés sur les abris de fortune derrière lesquels Lisette, avec sa cuisinette en plastique, me préparait de succulents desserts avec les mûres et les framboises cueillies au jardin. Tous ces souvenirs resteront à jamais gravés dans ma mémoire et feront toujours partie des plus beaux souvenirs de mon enfance. Mais la vie, malgré tout, devait continuer. Le 8 février, je me présentais devant les officiers de la commission de santé de l'état-major de l'armée. Ayant appris que je devais me rendre au bureau de la CVS, plusieurs personnes de mon entourage m'avaient dit « Le chanceux, tu vas sûrement te faire vider de l'armée. » Pourtant, je ne désirais pas être exempté de service. Contrairement à la majorité des soldats de notre armée, les cours de répétition étaient pour moi similaires à des camps d'entraînement. Ce n'est pas tellement le côté militaire que j'avais plaisir à remettre en pratique chaque année, mais plutôt l'exercice physique combiné à l'esprit de camaraderie qui régnait au sein de la troupe. Ce fut avec ce point de vue que j'allais me rendre anxieusement le 8 février devant les officiers de la commission de santé de l'état-major de l'armée. Jour durant lequel j'allais enfin savoir si la nation voulait encore de moi ou si on me considérait irrécupérable pour la société. Ce jour enfin arriva.
Lorsqu'une heure plus tard, je ressortais du bureau avec le sourire, ceux qui attendaient leur tour devaient sans doute se dire en me voyant si heureux, « Le vénard, avoir son sourire, il peut aller rendre ses habits, lui. » À dire vrai, je n'avais pas eu à attendre longtemps avant d'être assuré sur mon avenir militaire. Les premières questions que devait me poser un officier furent « Comment vous sentez-vous? Avez-vous des troubles ou des pertes d'équilibre, des douleurs dans la tête? » Non, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Je me sens parfaitement bien. Alors vous êtes apte? Oui, tout à fait. Ce fut donc sans aucune difficulté que je pus conserver mon incorporation au sein de l'armée suisse et mon grade de caporal. J'allais ainsi pouvoir retrouver les copains en fin d'année et défendre mon titre de premier homme de la compagnie pour conserver la possession de la coupe de compagnie. Mais le mois de novembre était encore loin, et avant de performer sous l'uniforme militaire, j'avais d'autres défis sportifs à relever. Pour y parvenir, j'allais reprendre un entraînement intensif pour tenter de retrouver la condition physique que je possédais à mi-juin 1977. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui passe quand les autres se tassent au bord de la routine. Je suis celui qui spinne et qui reste vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui fonce la tête dans les ronces, qui jamais ne renonce au plaisir d'être libre et toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe de la